Merci beaucoup. Donc nous sommes avec nos invités pour le journal des Deux-Rives et Web Télé Deux-Rives. Madame Lopez-Olivet, nouvelle conseillère régionale Île-de-France, et Monsieur Jean-Michel Pinto, donc ancien adjoint aux finances de la ville de Vernier et aujourd'hui toujours conseiller municipal. Donc commençons par vous féliciter, nouvelle fonction. Êtes-vous satisfaite? Oui, c'était une nouvelle que j'attendais puisque nous en avions déjà parlé. Ça fait longtemps que je m'y prépare d'ailleurs à ce mandat de conseillère régionale. C'est un mandat passionnant et pour ma part, je regarde avec attention les sujets de la région depuis pas mal de temps puisque déjà mon expérience et de maire et de conseillère générale ont fait que nous avons des liens importants. Évidemment, je suis une proche de Jean-Paul Huchon, donc avec lui comme président de région, c'est une entrée vraiment sous de bons auspices pour un mandat court, mais court et passionnant. Quelque part, on peut dire que les malheurs des uns fait les bonheurs des autres, non? La démission des Benoît Hamon fait quelque part monter. C'est la loi du cumul des mandats qui fait que du coup il est obligé de choisir. Et puis évidemment, il a choisi son territoire d'attache, celui de Trappes. Et donc on en a parlé, il m'a téléphoné pour que nous échangions sur le sujet. Voilà. Donc, je suis ravie de servir mon territoire, mais aussi les intérêts des Franciliens, parce qu'en fait, quand on est conseillère régionale, on raisonne région, mais aussi en remontant nos sujets. Et mes sujets de prédilection, vous les connaissez, ce sont les sujets qui touchent à l'environnement, bien sûr, tout ce qui concerne la ruralité, la périurbanité. Toutes ces questions-là sont des questions que j'ai eu l'occasion de travailler, notamment avec l'Agence des espaces verts, donc il y a pas mal de choses. J'ai eu l'occasion aussi de regarder toutes les questions de formation professionnelle, donc ça un domaine aussi intéressant. Les sociales aussi peut-être, la formation. Alors oui, la formation professionnelle, bon après c'est en fonction des compétences de la région. Là, moi, je regarde maintenant, je vais m'atteler au dossier de transport qui concerne notre secteur sujet, oui. et qui sont importants. Vous savez que parmi les multiples dossiers qui posent problème, un qui pose problème, c'est le port d'Étriel. Avez-vous déjà peut-être une idée de quel va être votre positionnement, ou vous attendez un petit peu plus pour ça? Vous savez bien que la région était partie prenante dans l'opération du port d'Étriel, en sachant qu'ils ont subventionné une partie importante des études, aux alentours de 450 000 euros. Est-ce que, comme l'a dit Ghislaine Séné par ailleurs, qu'il faut vérifier que ces ports soient bien faits, qu'ils soient en respect de l'environnement? Avez-vous peut-être c'est trop tôt pour avoir une idée concrète? Non, déjà, je commence à regarder le dossier du port de Triel parce que jusqu'à présent, en tant que maire de Vernouillet, membre, j'étais vice-présidente, chargée des finances, j'avais quand même un œil, puis j'étais quand même conseillère générale de ce canton de Triel, donc j'ai toujours eu beaucoup d'attachement pour cette ville. Ce que je peux dire, c'est que je me suis rendue au débat à Conflans, j'irai à celui d'Andrézy, pour bien, là, pour le coup, appréhender la question du port qui va se faire à Chères, et donc du coup du lien avec celui de Triel. Moi, en l'état actuel, j'ai beaucoup d'interrogations sur le fondement et la nature de ce port. Je l'ai regardé avec un recul dubitatif, en fait. Donc, on va le qualifier comme ça. Je vais rentrer petit à petit dans ce dossier, mais je suis assez circonspecte sur l'intérêt de ce port, parce que ce qu'on m'explique, c'est qu'il a sa pertinence du point de vue des agromatériaux, mais je ne vois pas que nous ayons des volumes de miscanthus tels que nous ayons besoin d'un port de cette catégorie. Et pour ma part, la question du maintien d'un port de tourisme alors qu'on développe une politique tournée vers le tourisme,
m'apparaît comme évidente et pertinente. Donc voilà, je vais affiner ma position parce que bien évidemment, l'autre aspect qui moi me préoccupe énormément, c'est la question de l'emploi. Et la question qui est liée, c'est celle de l'économie. Et donc emploi-économie, c'est à chaque fois, surtout par les temps qui courent, ce sera l'alpha et l'oméga de mon analyse en ce moment. Sur le parc du Peuple de l'Herbe. Parlons-en, justement, ça fait débat. Voilà, ça fait débat. Oui. Alors, notamment avec le massacre qui a été dénoncé par certains riverains et associatives. Voilà. Alors, c'est comme dans beaucoup de bonnes intentions, de bonnes idées. Les temps de la Gaillotte étaient quand même un endroit, toujours pour développer notre territoire, un endroit magnifique. Et c'est une bonne idée de le développer. C'est une très belle chose que d'avoir un parc à cet endroit qui était quand même menacé. Donc là, pour cet aspect-là, on est d'accord. En même temps, moi je me suis rendue sur place à la demande des associations et j'ai, comme vous certainement, observé la situation qui est quand même très incompréhensible du point de vue environnemental et écologique, puisque les arbres qui sont abattus semblent être des arbres en pleine forme, en pleine santé. On ne comprend pas bien les idées qu'il y a derrière en fait, ces abattages d'arbres. Donc, moi j'ai demandé des explications parce que j'ai besoin d'avoir des éléments factuels, que chacun s'exprime. J'ai demandé des explications en conseil communautaire. Donc Philippe Tautou m'a dit que c'était une maîtrise d'œuvre du conseil général, mais bon, il est conseiller général en plus d'être président de l'agglomération, et donc j'ai bon espoir qu'il retienne et qu'il arrive à convaincre le conseil général d'organiser cette fameuse visite sur place, ouverte, je dirais, aux associations et aux parties prenantes, de façon à ce que nous ayons la possibilité de comparer le schéma d'aménagement et surtout le schéma écologique qui a accompagné la réalisation du projet avec les travaux qui sont en cours, et nous verrons quel est l'intérêt d'avoir abattu ces arbres, est-ce qu'on va en replanter et à quel endroit. Bon, voilà, moi je veux avoir le bilan écologique. Donc d'avoir des explications, si je comprends bien votre... En toute chose, c'est ma démarche. J'ai besoin d'avoir les éléments factuels, concrets, avant de pouvoir sanctionner. Il faut, et s'engager plus avant, il faut que nous ayons accès à l'information. C'est souvent le problème dans notre secteur, c'est que nous n'avons pas accès à l'information. Et surtout le suivi des opérations, voilà, avec une certaine transparence, qu'on aura l'occasion d'y revenir. Très bien, donc ça c'est une première volée de notre interview, et nous serons aussi ici pour parler de votre ville, Vernouillet, de la deuxième partie de cet entretien. Et je suis heureux que vous soyez bien accompagnés, parce qu'il y a des questions sur les finances. Alors, votre, j'allais dire, Monsieur Collado, donc sous-successeur, depuis mars, vous attaque en termes politiques évidemment pour dire que vous avez laissé des caisses vides. Alors, je voudrais évidemment d'une partie le politique que vous êtes, quelle est votre première réaction, et puis on aura une deuxième partie sur cette question des explications financières. Allons-y. Avec Jean-Michel Pinto, on collabore à la gestion de Vernouillet depuis 2005. On a suivi ça ensemble. Est-ce que vous étiez surprise de cette attaque en règle quelque part classique? Voilà, c'est classique, mais ça ne dédouane pas pour autant ceux qui utilisent cet argument, parce que je crois que la question fiscale et la question financière, c'est une question éminemment sensible, et sensible, nous y sommes aussi, puisque, on ne peut pas dire qu'au niveau de l'intercommunalité, par exemple, nous n'ayons pas manifesté notre hostilité à la récente création d'un impôt supplémentaire. Et je crois que si les attaques de M. Collado se situent à ce niveau-là, c'est parce qu'il essaye de se dédouaner
de sa collaboration à la majorité il est obligé d'être solidaire quand même. Exact. Il est obligé, non, il aurait très bien pu voter contre. Or, il ne l'a pas fait, il n'est même pas venu. Pour dire qu'il n'était pas très motivé par le sujet. Néanmoins, les Vernolitains, comme tous les habitants de l'intercommunalité, aujourd'hui subissent cette décision qui, moi, en tant qu'ancienne vice-présidente chargée des finances, je savais bien qu'elle trottait dans la tête de certains, et notamment du président Dautou. Mais j'ai toujours lutté contre cette décision. Donc je crois aujourd'hui... Vous étiez contre, autrement dit, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous étiez contre une augmentation des impôts? La création d'un impôt intercommunal, absolument. Je pense qu'il faut prendre ses responsabilités. S'il y avait des choix... Moi, j'ai toujours mis en avant le fait, parce que j'ai eu beaucoup de réticence pour entrer dans cette agglomération, parce que nous avions fait une analyse de la situation financière de cette agglomération. Et lorsque je suis rentrée, la ville de Vernouillet est rentrée dans cette agglomération, que nous avons eu accès aux comptes, moi, surtout en tant que vice-présidente, on a tout de suite vu évidemment l'impasse dans laquelle se situait cette... Mais c'est dommage qu'on n'a pas su par votre biais. On l'a su. Techniquement, je crois qu'il faut quand même rappeler qu'avec M. Cardo, tous les conseillers communautaires, donc à l'époque, ont été conviés au Novotel d'Orgeval pour un séminaire concernant les finances. Et, en 2012. C'était en 2013. Nous on est rentré en 2012. C'était en 2013. C'était en 2013. Voilà. Et lors de ce séminaire, c'était très clair. Toutes les signaux d'alarme ont été tirés. C'est-à-dire qu'on a dit attention, tous les projets qui sont en cours ne seront jamais financés. Il va y avoir un problème, on va aller dans le mur. Mais c'était très clair. À cette séance du conseil communautaire qui crée ce nouvel impôt, les maires, certains maires, je ne vais pas les nommer, ils se connaîtront, ils disaient mais nous on ne savait pas, c'est une douche froide, etc. etc. Et là, on atteint je veux dire, le limite du soutenable dans la politique. On ne peut pas quand même faire n'importe quoi et dire n'importe quoi tout le temps. Voilà. C'était quelque part du théâtre pour eux. C'est du théâtre, là c'était vraiment du théâtre. C'est se dédouaner un petit peu à bon compte. Voilà. Et surtout ce qui est difficilement acceptable, c'est au lendemain d'une élection municipale qui a été quand même largement basée. Donc, nous, on en a subi les conséquences quelque part, puisque la sanction nationale s'est appliquée à nous. Elle était quand même, cette campagne, très orientée sur les questions financières et fiscales. Hein. Et donc, il est tout à fait plus que paradoxal, et donc on est effectivement encore aux limites du soutenable par rapport à la parole du politique, que dès le lendemain, en fait, une assemblée décide de créer un impôt nouveau, alors même qu'il y avait d'autres moyens de financer. Quels autres moyens, par exemple? En limitant la voilure. D'accord. En réduisant, par exemple, les projets pharaoniques, pour y appeler. Exactement. Réduire la voilure, se réinterroger sur les projets, parce que les projets sont quand même énormes. Et posent problème financier d'abord. Posent des problèmes financiers, ce sont des engagements. Alors déjà, les 6 nouvelles communes qui sont rentrées dans l'agglomération ont été obligées d'avaliser les projets des 6 premières, c'est-à-dire que c'était sans arrêt une fuite en avant financière, c'est-à-dire que les 6 nouvelles communes ont financé les projets des 6 premières, et puis maintenant c'est le contribuable, puisqu'on se retourne et il n'y a plus que lui, qui est le seul, puisqu'il n'y a plus de contestation, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus rien. Donc moi je ne suis plus là, quelque part je devais être une sorte de rempart, et bien voilà, et maintenant donc c'est le contribuable qui par 2 fois, tant dans son taxe, sa taxe foncière et la taxe d'habitation, est appelé, mais lourdement, puisque moi je regarde sur Vernouillet, il y a au moins un minimum de 100 euros. 150, 200. 150, 200, 500, enfin c'est énorme. Mais je reviens à ma question, notamment financière et technique. Monsieur Collado, pour rester dans les cas des Vernouillais, vise notamment la mauvaise gestion de votre part. Et pour
vous dire tel quel. Il a cette phrase, suite à sa conférence de presse, vous avez sous-estimé les dépenses et surestimé les recettes. Quelle va être votre réponse à cette attaque? Oui, bon, c'est une phrase qui autrement dit, vous avez camouflé un peu les budgets, quoi, en gros. On aurait mis les caisses. On a dirigé. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que le budget 2014, c'est un budget que l'on a préparé à l'été 2013. On savait qu'il y avait des élections, bien évidemment. On aurait pu ne rien faire. On aurait pu dire on reconduit les dépenses au dixième sans faire de budget et laisser l'équipe qui aurait gagné les élections faire son budget entre le mois d'avril et le mois d'avril. Voilà, c'est-à-dire c'était un manque de responsabilité. On a quand même voulu faire un budget, comme d'habitude, un budget qui est basé sur des connaissances que l'on a concernant les dépenses, mais aussi sur les recettes. Sur les recettes, c'est très simple. Nous avons la trésorerie qui nous donne des indications et nous avons des conseillers au sein de la municipalité. On a un directeur général des services sur lequel on s'appuie et qui fait son travail. Et en août 2013, lorsqu'on a commencé à préparer le budget, on se pose d'abord la question de savoir qu'est-ce qu'on va avoir comme recette pour ne pas dépenser l'argent que l'on n'a pas. Et donc, on a regardé un petit peu quelles étaient, généralement, les bases augmentent toujours de 1 à 1,5%, donc on s'est basé là-dessus, sachant qu'on avait déjà fait, un débat d'orientation budgétaire, on a dit, voilà sur quoi on va se baser, sur donc des bases de 1,8% d'augmentation, ce qui était inférieur à la moyenne des autres années. Et on avait une autre information qui était beaucoup plus importante, c'est le fait qu'à la ZAC des Centres, on avait eu 250 logements nouveaux. Donc des logements qui rapportent fortement de la taxe foncière et taxe d'habitation. Mais comme vous savez, il y a 2 années d'exonération au départ, donc c'est des logements qui ont été finis en 2012. Donc on a demandé l'analyse au service de la mairie, et dans l'analyse, j'ai encore la lettre sous les yeux, on nous dit en 2014, les 254 logements, ça rapportera en gros 300 000 euros de plus. Donc, on a intégré ces 300 000 euros de plus. Et selon vous, vous dites qu'il y a une trésorerie de 300 000 euros. Donc, pour vous, la chose se passe correctement. Alors, une trésorerie, normalement, dans une entreprise privée, on va vous dire le bon trésorier, c'est la personne qui finit l'année avec le 0 moins. Ça, c'est la trésorerie de l'entreprise privée. On n'est pas dans une entreprise privée. À la mairie, finir avec une trésorerie de 300 000 euros, c'est très bien. C'est très bien. Sachant que l'on a donc, on avait quand même placé, au 31 décembre, on avait 1 million d'euros sur des comptes à terme, au niveau de la trésorerie. Donc ça, c'est encore très bien. Autre chose, on a fini le compte administratif que l'on a voté le mois de juin, se finit au cumul avec 1 million d'euros. Il se trouve que les 300 000 euros que l'on attendait ne sont pas arrivés, donc, ils n'arriveront certainement pas l'année prochaine. À mon avis, l'évaluation, ce sera plutôt 150 000 euros. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est garder de l'argent en fonctionnement pour pouvoir boucler le budget 2014 et transférer le reste dans l'investissement. Nous, on avait déjà puisque cette situation, on la connaissait fin mars, on avait déjà préparé un budget supplémentaire, puisqu'à chaque fois que vous faites un budget primitif vers le mois de décembre, forcément vous avez un budget supplémentaire ou une décision modificative, puisque vous connaissez au cours d'année les bases réelles d'imposition, donc à partir de là vous avez les recettes pratiquement réelles de ce que vous allez toucher. Est-ce que vous avez intégré dans votre raisonnement la réduction des dotations globales des fonctionnements, notamment qui a frappé toutes les villes? Absolument. Parce que ça c'est un problème, selon ce qui a été dit par M. Collado, qu'il y aura moins 140 000 euros des dotations. Alors, vous n'avez pas... Alors, M. Collado, c'est quelqu'un qui est nouveau dans la ville de Vernouillet, je crois qu'il a 2 années d'ancienneté, mais ses collègues, les personnes de l'opposition le savent très bien. On a fait un débat d'orientation budgétaire que j'ai amené ici. Dans ce débat, aurait pu venir assister au débat d'orientation budgétaire. Dans le débat d'orientation budgétaire, il a indiqué que nous prenons en compte 3% de baisse de la DGF, donc la dotation globale de fonctionnement, eu égard à ce qui se passait au niveau de l'État, au niveau national. Mais donc, il faut qu'il regarde bien.
l'anticipation et qui regarde bien le montant de la DGF. On l'a bien diminué de 3%. Il fait mine de découvrir parce qu'en fait, Oui, il a une petite difficulté, c'est qu'il a trouvé une commune qui était bien gérée. Et donc, pour pouvoir s'installer dans un climat qui n'est pas évident, donc à commencer pour lui, hein, puisqu'il y a quand même un climat général qui n'est pas très favorable aux élus, de quelque bord qu'ils soient, et donc lui-même est déjà en train d'affronter un vent de mécontentement. Il n'y a pas de période de clémence, ça n'existe plus. Donc déjà, il est dans la tourmente. Donc en fait, il faut qu'il trouve des raisons d'installer sa légitimité. C'est la faute aux autres, au passé. Donc il faut que ce soit la faute aux autres. En réalité, il fait des choix politiques. Là, on est dans les 200 jours de M. Collado. Donc ces 200 jours, on voit, il fait déjà des choix politiques, qu'il les assume, ces choix politiques, mais qu'il n'essaye pas de trouver des arguments qui ne sont basés sur rien du tout en plus, comme quoi cette ville aurait été mal gérée, qu'il aurait des difficultés. Il raconte partout que c'est moi qui ai augmenté les impôts intercommunaux. Enfin, je veux dire, serait... voilà, enfin, je veux dire, on arrive à des non-sens. En résumé, les caisses ne sont pas vides. Non. On a laissé des comptes à terme d'1 million d'euros. On a laissé une trésorerie qui était de 300 000 euros et un excédent d'1 million d'euros. Donc avec tout ça, en fait, c'est simplement des choix politiques que la nouvelle équipe doit assumer. Elle supprime certains services, mais parce qu'elle pense que dans sa logique à elle, elle doit les supprimer. Donc elles disent que c'est sa politique, mais qu'elles ne disent pas qu'elle doit le faire en s'excusant du fait de la gestion précédente. Voilà. Il faut faire mieux avec moi. Il faut faire. Mais alors ça, c'est un discours que nous assumons totalement. Il faut faire toujours mieux avec moi, parce que l'argent se raréfie. Les collectivités locales vont avoir à vivre avec vraiment beaucoup moins d'argent, donc on en a débattu à l'agglomération. Il y a un effort national à faire parce que notre pays est extrêmement endetté, donc nous devons toujours tous faire des efforts, y compris les collectivités locales, d'où la baisse, la fameuse baisse de 11 milliards des dotations de l'État aux collectivités locales. Donc forcément ça va se voir. Donc évidemment, et moi je l'engage, M. Collado et son équipe, à faire encore mieux avec encore moins, effectivement. C'est moins facile aujourd'hui d'être maire que par le passé. Donc c'est à lui de trouver des sources d'économie. Il sera jugé sur ses choix. Voilà, nous ce que nous demandons, c'est qu'il ne parle pas du passé, on rétablit et qu'il assume ses choix. Voilà. Bon, de toute manière, je vais garder une question de joker, et justement, rapidement, l'école des danses, des musiques des danses est en arrêt. Certains m'ont sorti des arguments en disant, et des preuves, comme quoi c'était une maîtrise d'œuvre qui a été mal engagée, et notamment que la personne n'avait pas toute la capacité technique et titre pour pouvoir gérer ça. Est-ce que ce n'était pas un mauvais choix de votre part d'avoir engagé une maîtrise d'œuvre qui n'était pas à l'auteur des enjeux? Bon, ben alors ça c'est une fausse polémique, c'est totalement faux. Alors pourquoi est-ce que le chantier est arrêté? Alors le chantier aujourd'hui il est arrêté du fait de M. Collado. Que le chantier, on construit un édifice qui est plus complexe, certainement, mais encore c'est quand même pas quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc encore c'est un choix politique pour vous? Ah là, clairement, hein, clairement en fait, Monsieur Collado, d'ailleurs, se désintéresse du sujet, l'école de musique ne l'intéresse pas du tout, il n'est pas du tout intervenu personnellement pour suivre ce chantier qui est quand même... Donc en fait, il le laisse sombrer dans une espèce de non-action en fait, pour que le chantier ne voit pas le jour. Alors c'est quand même scandaleux parce que là, alors pour le coup l'école elle est financée, tout est fait, les enfants et les adultes attendent la livraison de ce bâtiment. Mais vous êtes conscient qu'il aura quand même des contentieux juridiques entre les maîtres d'œuvre et les
artisans qui travaillent, parce qu'il y aura des délais qui ne seront pas respectés. Alors là, moi, je ne vais pas rentrer dans la responsabilité qui est celle de M. Collado aujourd'hui, hein, parce que si des choses ont dérapé en termes de délai, c'est aussi de sa responsabilité. C'est à lui de gérer ce chantier. Moi, je m'aperçois que M. Collado me donnait des leçons en disant « mais comment se fait-il que ce chantier ne soit pas terminé ?» Moi, depuis 6 mois, je ne vois pas grand monde sur le chantier. Et donc, je constate que de temps en temps, il y a des ouvriers. Ça veut dire que le chantier n'est pas arrêté. Il y a des prémices. Mais ça va très très lentement. Donc maintenant, moi, je dis stop. Il y a de l'argent public. Il faudrait qu'il s'occupe de ce chantier pour qu'il le termine. Et dernier point, mais quand même pose aussi des problèmes, j'allais dire, DEC 78. Un autre chantier... Je ne sais pas que ça a changé de nom. Voilà. Alors dites-moi, le centre commercial des Vernouillers qui est pour moi une l'Arlésienne, il y a 3 associations qui ont formé un recours, c'était votre bébé et maintenant il est parti pour des années d'incertitude juridique. Et donc on s'intéresse à DEC 78. Trouver la petite bête, quoi. Mais oui, c'est un vrai sujet l'amiante sur ce site, parce que bien sûr, d'abord, il y a des gens qui y ont travaillé, il y a des gens qui ont exploité ce site dans des conditions inadaptées et donc qui ont eu plus que des problèmes de santé, puisque certains y ont laissé leur vie. Donc il faut reconnaître que le sujet est éminemment sensible, est un mot faible. Donc évidemment, la grande question, c'est de savoir comment on aménage un site pareil. Est-ce qu'on dit c'est terminé, il n'y a plus rien, donc on laisse une friche avec un éternam? Ou est-ce qu'on se dit comment on aménage le mieux possible un site aussi difficile? Donc vous tenez toujours à ces choix qui a été fait? Ah, toujours. C'est ça qui est important, moi, je persister et signer par rapport à ces choix. Je fais plus que persister et signer. Aujourd'hui, en plus avec les questions financières, les questions économiques et les questions d'emploi, pour Vernouillet, c'était une chance à plus d'un niveau. Et tout ce qui consiste à retarder ce projet, parce que la question de l'amiante, moi j'ai été à des réunions en préfecture, ça a été traité, retraité, mais d'une façon exemplaire. Donc qu'est-ce que là, on a un recours, ou 2 ou 3, moi je ne suis plus au cœur du dossier, mais ce qu'on m'en dit, parce que je m'en préoccupe évidemment, eh bien c'est que on fait perdre du temps au dossier, mais c'est un objectif qui rend service à certains intérêts, aux intérêts qui sont contre ce projet. Parce que moi je suis bien sûre que le jour où le jour se rapproche, ou si le projet tombait uniquement parce qu'il n'avait plus les moyens financiers de se dérouler, eh ben, on n'entendrait plus du tout parler du projet. Donc moi je crois que là, on est à la limite de l'honnêteté en matière d'engagement citoyen. Très bien. Donc comme on a compris, Madame Lopez-Jolivet et Monsieur Pinto ont répondu point par point à un certain nombre des critiques et des attaques aux règles. Et je suis très content de voir que vous êtes de retour. Vous êtes pétillante, madame, que vous êtes conseillère régionale, convaincante, l'électeur le dira, l'internaute. Et surtout, ce que je constate, que vous êtes prêt à vous battre pour vos idées. Je vous remercie d'être venu ici Merci à vous. À notre studio. Merci, monsieur. Au revoir, merci.